Donc c'est une rencontre qui est à l'occasion de l'apparition de deux petits textes de Simone Weil qui avaient été publiés dans les Cahiers du Sud dans les années 40, enfin 42, 43. Cahiers du Sud qui était une revue publiée à Marseille. Les deux textes, le premier s'appelle l'Iliade ou le poème de la force, et le second rassemble en fait trois textes de Simone Weil autour de ce qu'on a appelé l'inspiration occitane. Il avait été question de rassembler ces deux textes dans un même volume parce que le projet, enfin comme vous verrez dans la discussion, vous verrez que ces deux textes finalement se répondent l'un l'autre et ont la même cible d'une certaine manière, cible qui est la force brutale sous toutes ses formes. Et dans les années 40 en France, la force brutale s'exprimait brutalement, si l'on peut dire. Ce sont des textes qui apparaissent dans une petite collection qu'on a créée aux éditions de l'Éclat il y a un an maintenant, enfin presque 2 ans. C'est une collection qu'on a appelée Éclat au sens de ces petits morceaux de textes brisés qui s'éparpillent comme ça sur le sol et qu'on essaye de rassembler. Le sous-titre de la collection, c'est « Ceci n'est pas un livre » parce que ce ne sont pas des livres. C'est vrai que ce ne sont pas des livres, ce sont des incitations à la lecture d'une certaine manière. Ce sont des textes qu'on essaye de... Enfin, qui suggèrent d'aller plus loin dans une œuvre, qui suggèrent d'aller plus loin dans des publications. Et bon, aujourd'hui, c'est vrai que le temps de lecture qui nous est... le temps qu'on arrive à consacrer à la lecture est un temps qui se réduit, un peu comme une peau de chagrin, et qu'on a du mal à trouver, à arriver à se concentrer sur de gros ouvrages, etc. Cette collection essaye de répondre à cette difficulté de notre temps, cette difficulté de lecture, en apportant des éclairages sur un catalogue, sur ce catalogue plus général des éditions. Donc dans cette collection, on a publié des textes d'Hermann Broch, qui sont des textes très courts, qui renvoient au grand œuvre d'Hermann Broch, Théorie de la folie des masses, qu'on a publié. Enfin, c'est une sorte de poisson pilote du catalogue. Bon, ce sont des idées comme ça. L'idée n'a rien c'est pas une idée nouvelle, elle n'a rien de très original. Beaucoup d'éditeurs aujourd'hui publient ces textes sous petit format et finalement de tout temps, les éditeurs ont publié des textes de petit format pour en permettre une circulation plus facile et plus rapide. Les deux textes de Simone Weil que nous avons décidé de publier sont parfaitement dans cet esprit-là. Ce sont vraiment des ouvertures vers une œuvre importante, presque disproportionnée si on sait qu'elle est morte à 34 ans et qu'elle a donc écrit énormément de textes. Pas de livre en fait, pas de livre en soi, elle n'a jamais publié de livre en soi, on a simplement ensuite rassemblé des articles, on a publié ses carnets posthumes à partir des années 50, et c'est donc un auteur très étrange, auteur d'une œuvre qu'on n'arrive pas à saisir, une œuvre éclatée, une œuvre informe, sans forme, mais d'une extraordinaire vigueur, d'une extraordinaire richesse et aussi quelquefois d'une extraordinaire folie, je dirais, parce que Simone Weil quand elle avait des idées sur des choses, elle avait tendance un peu à appuyer très fortement dessus et souvent à ne pas voir, les difficultés que ces sujets pouvaient déclencher autour d'elle, quoi. On en parlera peut-être ou pas sur la question de l'Ancien Testament, par exemple. Sa bête noire, c'est l'Ancien Testament. On voit ça dans toute son œuvre et elle est prête à tout pour mettre à mort l'Ancien Testament, quitte à invoquer les cathares, quitte à invoquer l'Iliade. Enfin, elle le dit en 2 mots d'ailleurs dans une lettre à Déodat Rocher, que le travail sur les cathares, pour elle, est une manière de combattre l'Ancien Testament. Enfin, je crois que
Mais bon, ça c'est une autre affaire, c'est pas trop le sujet de notre rencontre. Ces deux textes nous ont été proposés donc par Claude Lemanchec, qui a publié aussi aux éditions de l'Éclat, toujours dans cette même collection, une anthologie de correspondance de Franz Kafka, qu'on avait intitulée, après bien des discussions, En toute chose, et maintenant voilà, le titre m'échappe, En tout, je n'ai pas fait mes preuves. Voilà. Qui est un texte, une phrase tirée de la correspondance. Justement, ce volume sur la correspondance était un moyen, là encore, d'inciter à aller plus loin dans la lecture, à aller voir la correspondance dans sa forme globale, dans son ensemble. C'est encore une fois une incitation à la lecture. Je vais dire deux mots de la biographie de Weil, et ensuite je donnerai la parole à Claude Lemanchec. Donc elle naît en 1909, elle va mourir à 34 ans à Londres, après un parcours assez épique. Elle a vraiment traversé une époque sans jamais, en se frottant vraiment à tous les milieux, à tous les univers, la politique, le militantisme, l'action, la guerre. Elle est allée en Espagne, l'usine, l'école normale supérieure, qui n'est pas l'usine encore. Donc c'est un personnage comme ça qu'on a du mal à définir, à cerner. Elle échappe à toutes les catégories, et je crois que c'est ce qui fait aussi sa force. L'idée de Claude Lemanchec dans cette double publication était de porter un éclairage sur cette période, donc la période de Marseille, des années 40. Enfin, elle arrive à Marseille en 42, c'est ça, je crois, ou elle arrive à Marseille en 42. Parce qu'elle veut rejoindre Londres, elle fera un périple pour rejoindre Londres via le Maroc, les États-Unis. Elle veut rejoindre la France libre. Elle y arrivera d'ailleurs, mais elle mourra en août 43, à côté de Londres. Et l'idée de rassembler, disons de publier simultanément ces deux textes, c'était de porter un éclairage justement sur la manière dont elle a pu vouloir combattre ce qu'était la force brutale de l'époque, le nazisme. Elle a écrit aussi des textes sur l'hitlérisme et le nazisme. Mais là, dans ces textes-là, elle fait un pas de côté, en tout cas dans la démarche d'écriture, disons dans le sujet qu'elle va traiter. On est en 42-43 et elle écrit sur l'Iliade. On est en 42-43 et elle écrit sur les Cathares, alors qu'elle est impliquée politiquement dans la résistance et dans la lutte politique contre le nazisme. On peut se demander pourquoi. Et je crois que c'est peut-être la première question que je vais poser à Claude Lemanchec. Comment s'articule, disons, dans quel contexte se placent ces deux textes qu'on pourrait définir de contre-historiques, non historiques, anhistoriques, et comment est-ce que finalement, par le biais de l'Iliade et par le biais des Cathares, elle arrive à toucher sa cible. Voilà. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé en découvrant ces textes il y a quelque temps, c'est ce long détour par finalement le plus ancien, l'Iliade, d'un côté, mais aussi au fond ce détour par la canzo, la chanson des Albigeois. C'est un autre grand détour par l'histoire. Elle disait très souvent qu'il fallait essayer de comprendre la longue histoire. C'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je crois qu'elle avait en tête cette idée que son présent n'était compréhensible que par un long détour, au fond. Elle écrit, pour moi, face au danger. On est au début de la Seconde Guerre mondiale. Elle va s'embarquer pour les États-Unis. Elle ne veut pas d'ailleurs aller vraiment aux États-Unis. Elle ne veut pas y séjourner très longtemps. Et ce qu'elle veut, c'est aller à Londres et rejoindre De Gaulle. C'est très fort chez elle. Ça ne sera pas apprécié par tout le monde d'ailleurs, en France. Et c'est pour ça qu'il y a un texte d'Aragon
dont il faudra qu'on reparle tout à l'heure. Elle ne veut pas vraiment partir à New York. Elle veut que cette réflexion qu'elle mène sur la force soit en même temps euh, adossée à son travail de militante. Elle a aussi non seulement cette expérience du travail en usine, mais aussi cette expérience d'enseignante, qui est très très forte. Elle a publié, on a publié depuis une partie de ses cours, et je crois que c'est tout cet ensemble qu'il faut prendre en compte si on veut la comprendre. Elle a mené un grand travail de réflexion, et je pense que quelque part, la philosophie française de l'époque ne la satisfaisait pas complètement. D'où ce besoin du détour par l'histoire, la longue histoire, la grande histoire, et notamment par l'Iliade, via son maître qui, vous le savez, était Alain, le prof, ce grand philosophe, hein, dont elle s'est beaucoup inspirée. C'est lui, je pense, qui lui met sous les yeux ces grands textes et qui lui donne un jour peut-être l'envie de les retraduire. Parce que ce que Michel n'a pas dit tout à l'heure, c'est que l'essai sur l'Iliade est aussi un grand texte de traduction. Elle retraduit des extraits de l'Iliade de façon tout à fait remarquable. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, souvent l'Iliade est traduite en prose, de façon parfois un peu scolaire, il faut le dire, ou un peu plate. Et elle le fait, elle, en essayant de redonner toute sa force, tout son rythme à ces textes. Et si on regarde bien, elle ne les choisit pas au hasard. Je voulais dire aussi, par rapport à la question que posait Michel Valenzy, ce qui me frappe beaucoup, c'est, je disais, elle écrit face au danger, elle écrit dans une conjoncture qui est très forte. Les éléments de la conjoncture sont très forts. C'est plus qu'un contexte, c'est vraiment une conjoncture. Mais à la même époque, ou peu de temps auparavant, il y a eu d'autres textes. Et je pense qu'elle veut y répondre, en fait. Il y a cette réflexion qui a essaimé sur le déclin de la civilisation. C'est très fort dans la pensée européenne. Rappelez-vous, il y a, les réflexions de Paul Valéry, les civilisations sont mortelles. Et je crois qu'elle veut un peu lui répondre. Elle veut aussi répondre aux réflexions que mène par exemple Denis de Rougemont dans L'amour et l'Occident. Elle veut aussi répondre à des textes qui, comme ceux de Lévi-Strauss, qui réfléchissent sur la civilisation européenne, son déclin, cette grande fragilité euh, que la montée de l'hitlérisme fait peser sur nos valeurs.